Martine, c'est un plaisir de te voir. Je t'ai très peu reçu sur le courrier des stratèges. C'est vrai, Eric. Mais c'est parce que... Merci pour cette invitation. Tu sais que j'ai un caractère épouvantable. C'est une notoriété publique. Mais comme tu es dans des méandres, je voulais quand même marquer mon soutien à Martine, ce que je ne fais pas assez d'habitude. Et je veux que tu nous racontes ce que tu as envie de nous raconter sur la période actuelle que tu vis, parce que je sais que ça soucie beaucoup de gens, et je trouvais bien que tu nous dises ce qui t'arrive. Alors merci Eric déjà de me permettre de m'exprimer. En effet, donc vendredi dernier, j'ai été convoquée devant la chambre disciplinaire régionale de l'ordre des médecins. On se rappelle, c'est de notoriété publique que je suis médecin psychiatre dans ma vie privée. Et que les faits, il semblerait que l'on me reproche, alors je vais expliquer aussi qui me portait plainte contre la députée Martine Vonner, parce qu'en fait, les prises de parole, qu'elles soient dans l'hémicycle ou lors de manifestations ou sur les réseaux, parce que notamment le fameux collectif FakeMed, de temps en temps on dit FakeMed, de temps en temps on dit No FakeMed. Je sais pas, les gens choisiront. C'est peut-être la même chose. C'est peut-être la même chose. En tous les cas, ce collectif, alors qui s'est d'ailleurs rassemblé en association pour pouvoir porter plainte contre moi, en fait, ce collectif a trouvé que plusieurs fois, j'ai eu des tweets malencontreux, et ils ont tenté de prouver que ces tweets étaient faits par le docteur Vonner et non pas par Martine Vonner, députée de la Nation. Bon, ça a été assez facile à prouver, je vais y revenir. Mais donc c'est des tweets que tu as faits pendant ta dissidence, si j'ose dire. Pendant mon mandat, moi il se trouve qu'avant d'être élu de la Nation, je n'avais je n'étais sur aucun des réseaux sociaux. Je n'aime pas ça. J'avais pas de compte Facebook, j'avais pas de compte Twitter. J'ai créé ces réseaux parce qu'il est du devoir du parlementaire, de l'élu, même peut-être les élus locaux, mais en tout cas il est du devoir de l'élu de la Nation de communiquer avec les citoyens pour expliquer le travail parlementaire. Parce que les citoyens ne vont pas forcément faire la démarche d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, où il y a des vidéos, où il y a on a toute l'activité des parlementaires, mais il faut faire un travail de recherche. Et là, en fait, les parlementaires utilisent ce support, qui est maintenant extrêmement commun. Et donc, ce compte Twitter a été créé en 2017, au moment où j'ai été élue. Et le compte Twitter, il était bien écrit, député de la 4e circonscription du Bas-Rhin, médecin psychiatre, et puis après il y avait différentes choses, et également membre de l'Assemblée parlementaire auprès du Conseil de l'Europe, puisque j'ai rejoint cette assemblée fin 2017, début 2018. Et donc ce collectif, qui n'est pas un collectif de médecins, alors je le précise, parce qu'on ne peut être jugé par ses pairs pour une rupture ou un non-respect du code de déontologie que si il y a une plainte qui émane d'un syndicat de médecins ou d'une association de praticiens. Les choses sont très claires. Or, il suffit d'aller voir sur le site internet du collectif No FakeMed. C'est un peu la cour des miracles, hein. Il y a des médecins, il y a des dentistes, il y a des kinés, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout des professionnels du soin. Donc, a priori, leur plainte n'était même pas recevable. Et à côté de ça, il y a le Conseil national de l'ordre des médecins, qui en a profité, j'avais envie de dire, pour alourdir un petit peu les choses qui m'étaient reprochées, en pointant surtout ma participation au film Hold Up, alors que je le rappelle, et d'ailleurs ça a été rappelé en séance, quand je prends la parole dans Hold Up, je commence par dire « nous les députés ». Donc très clairement, c'était la députée qui s'exprimait,
En plus, dans le film Hold Up, je ne me suis exprimée que sur mes relations, non pas intimes, parce qu'elles étaient très publiques, avec le ministre... Ça n'empêche pas toujours. Non, non, oh là là, mon Dieu, préservez-moi. En tout cas, mes relations avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, et les joutes que nous avons eues à l'Assemblée nationale, joutes extrêmement déséquilibrées, parce qu'on sait qu'on coupe le micro aux parlementaires et on peut laisser un ministre injurier, menacé, être d'une violence verbale vis-à-vis de la parlementaire que j'étais. Et il y a une mémoire à l'Assemblée nationale de tous ces temps forts. Et donc... Bon, je vais quand même te taquiner, parce que on rappelle que tu as été rapporteur adjoint de la commission des affaires sociales. J'ai été vice-présidente adjointe. Vice-présidente adjointe, et que Olivier Véran en était le président. Non, à ce moment-là, il était simple parlementaire. Ah. Quand j'étais vice-présidente de la commission, il était simple parlementaire. Et comment vous vous entendiez à l'époque? Alors, en commission des affaires sociales, bon, on se tutoyait, on était rarement d'accord. Progressivement et assez vite, mais on y reviendra peut-être, moi sur certains sujets, je n'ai pas voté le doigt sur la couture du pantalon comme La République En Marche aurait voulu que je vote, notamment sur les questions du budget de la sécurité sociale. Et je me souviens très bien, c'était assez drôle, un jour, Olivier Véran vient s'asseoir à côté de moi dans l'hémicycle. Et c'était une séance publique, donc il n'était pas ministre, il était encore député. Il vient s'asseoir à côté de moi et puis il me dit mais Martine, j'ai quand même pris connaissance de ton curriculum vitae et maintenant je comprends mieux pourquoi tu es aussi pointu sur les sujets réglementaires. En effet, j'ai un parcours, on va dire, de chargé de mission en agence régionale d'hospitalisation. Après, j'ai bossé dans le privé. Ensuite, j'ai bossé dans une association. Ensuite, j'ai bossé comme directeur médical du SAMU social de Paris. Donc, la question des migrants, des personnes en situation irrégulière, je la maîtrisais sur le bout des doigts. Et donc, il avait eu l'air assez épaté. Et il m'a dit, bon... peut-être que de temps en temps, je ferais bien d'écouter ce que tu dis. Mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai dit, écoute, Olivier, en tout cas, tu sais qu'en effet, on n'est pas souvent d'accord, mais c'est comme ça. Et les débats à l'Assemblée nationale sont faits pour enrichir la réflexion, sont faits pour être force de proposition de choses différentes. On n'est pas là, enfin, malheureusement, si... parce qu'aujourd'hui, je vois à quel point les sénateurs et les parlementaires, même déjà, enfin, quand j'y étais, moi j'ai été effrayée de ce qui se passait et surtout de la façon dont ils validaient ce qui était demandé par le gouvernement. Bon, voilà, moi, c'est peut-être parce que j'ai toujours été rebelle et je n'ai jamais pu accepter qu'on me dicte ma façon de penser, ma façon de réfléchir, ma façon de travailler. Et surtout ma façon de voter. C'était pas possible pour moi. Je voulais juste revenir quelques instants sur le déroulé à la chambre disciplinaire. Voilà, le déroulé à la chambre disciplinaire de Nancy, parce que franchement, il n'était pas question de fuir cette procédure, même si à tout moment, avec mon conseil, maître Carlo Brusa, le fameux Carlo Brusa, voilà, on s'est demandé au fond ce que je faisais là. Est-ce que cette juridiction ordinale avait quelque chose à dire sur les agissements de la députée Martine Vonnet? Mais il était très important pour nous d'être présents et de pouvoir expliquer, en effet, quelle a été mon attitude pendant 5 ans, quelles ont été mes prises de position, encore une fois, en tant que députée de la Nation. Parce que ce que j'ai précisé à la Chambre, c'est que quand je prenais parole à Nice, à Marseille, à Saint-Malo, à Quimperlé, etc., je n'ai jamais rompu, en tout cas, le respect vis-à-vis de mes collègues parlementaires. Donc j'ai toujours respecté le code de déontologie de l'Assemblée nationale, qui consiste en quoi? On est député de la Nation. On a été élu sur un territoire, mais on est député de l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer. Et quand on se déplace ailleurs, la décence et le respect veut qu'on prévient les parlementaires. Et moi, j'allais jusqu'à prévenir les élus locaux.
que j'étais dans leur commune, etc. Donc ces prises de parole publiques, d'ailleurs il a bien été précisé par le Conseil du Conseil national de l'ordre, que j'avais toujours mon écharpe. Donc, ce qui prouve bien que c'est la parlementaire qui se déplaçait. Et donc, il y a dans la jurisprudence des députés qui ont déjà été condamnés. Il y a une jurisprudence Noël Mamère. Mais pourquoi? Parce que la présidence de l'Assemblée nationale avait saisi le pénal pour rupture ou non-respect de la déontologie parlementaire. Ça n'a jamais été le cas me concernant. Pendant 5 ans, le président de l'Assemblée nationale a trouvé que je ne dépassais pas les bornes et que je respectais le code de déontologie. Donc là, c'est tout ce que nous avons expliqué. Dialogue tout à fait serein. Voilà, franchement, ça a été long, ça a duré plus de 3 heures, mais l'écoute a été, on va dire, respectée des deux côtés. Le magistrat a pu également me donner la parole, donc tout cela a été en tout cas un déroulé qui était un peu, enfin c'est une grande première pour moi, parce que c'est la première fois que je me trouvais devant mes pairs, médecins, et surtout, alors c'est pas du tout une procédure qui a été un petit peu différente pour moi, mais c'est vrai que je n'avais pas eu l'étape de conciliation au niveau du conseil départemental de l'ordre. C'est tout de suite la chambre disciplinaire régionale qui avait été saisie. Mais bon, c'est pas un défaut de procédure, ça peut se passer comme ça. Mais il n'y avait pas eu un premier échange avec mes pairs au niveau de Strasbourg, ce qui aurait très bien pu se passer. Je pense que là, ils avaient tout de suite compris que devant eux, ils avaient une députée et qu'au fond, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient me dire. Mais bon, donc rendu le 25 novembre, ça va venir somme toute assez vite. Tu es optimiste ou pas? Je suis sortie de là assez sereine. J'ai pu débriefer avec mon avocat. Alors, vu ce qui se passe actuellement et les différentes personnes aujourd'hui qui se trouvent condamnées ou qui passent devant différentes juridictions, d'ailleurs, je voulais faire un petit signe puisqu'aujourd'hui, même mon confrère, le docteur Augier, chef de service à Lons-le-Saunier, est lui-même convoqué devant la chambre disciplinaire à Dijon, je crois. Et voilà, un petit clin d'œil de soutien. Donc on se rend compte qu'il y a énormément de professionnels de santé, alors là, qui n'étaient pas élus, mais qui se sont émus de la seule stratégie gouvernementale et de la seule voie, en tout cas vaccinale, et qui sont aujourd'hui assignés à comparaître. Et puis on a l'exemple aussi de René Chiche, professeur de philosophie, qui lui aussi, parce qu'il a tweeté, parce qu'il a exprimé une idée divergente sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui passe, ou je ne sais pas à quelle date, mais il va passer devant la juridiction de l'éducation nationale, le conseil de discipline. Voilà, conseil de discipline. Si on se replace dans le contexte, on a comme le cas Alain Houpert, Christian Péronne s'en est mieux sorti provisoirement puisqu'il est sous appel. On a quand même Fabrice Divisio qui a été sanctionné par son ordre. Est-ce que tu penses que nous sommes dans une vague de répression politique? Alors, ce qui est sûr, c'est que la liberté d'expression est vraiment mise à mal. On a vraiment, enfin on le voit, on le constate, c'est factuel. Toutes les personnes, quel que soit, j'allais dire, leur niveau d'engagement, quelle que soit leur profession, qui ont pu mettre en évidence que la stratégie Covid, mais ça va même au-delà de ça. Aujourd'hui, on est dans un environnement où, sur le plan économique, ça va vraiment pas bien. Les Français, quand ils vont faire leurs courses, ils trouvent un caddie qui a pris 15-20%. Donc ça devient extrêmement tendu sur les territoires en France. Donc, quelle que soit la posture de ceux qui ne seraient pas en accord avec l'action du gouvernement, la doxa sur la crise Covid, etc., aujourd'hui sont inquiétés à différents niveaux. Donc le constat est quand même que la France, ex-pays des Lumières,
si on peut le dire comme ça. Mais il y avait toujours la Bastille. On a embastillé Oui, Voltaire, enfin bon, le marquis de oui, Sade. c'est Bastille. vrai. Mais on se souvient aussi qu'au moment de la prise de la Bastille, au fond, il n'y avait que 13 personnes à l'intérieur. Oui, Donc, voilà. bon. Mais c'est important quand même de le dire, parce qu'il ne faut pas nier l'histoire. Et d'ailleurs, c'est une grande caractéristique de ce gouvernement de dire on ne regarde pas l'histoire. Parce qu'on pourrait faire des parallèles, justement, entre des postures de gouvernement, dans le sens liberticide, et on a vu ce qu'on a connu depuis que Emmanuel Macron a déclaré en mars 2020 que nous étions en guerre, et il l'a martelé. Hein. Et là, on est encore sur le régime, ou sous le régime de la peur, voire de la terreur. C'est avec une petite composante aujourd'hui de guerre, malheureusement, sur le continent européen, mais entre la Xème vague de Covid qui peut-être aurait l'idée de revenir, le fait qu'il faut continuer avec les boosters, le fait que on va avoir froid et peut-être faim cet hiver, et le fait que voilà, il y a quand même un fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a des répercussions importantes dans le quotidien des Français. Donc, voilà, si on n'est pas en capacité de pouvoir réfléchir différemment, je suis très inquiète, en effet, par rapport à libre pensée, libre expression, et au fond, par rapport aux valeurs de la République française. Est-ce que tu t'attends à être condamné? Franchement, je ne sais pas. Alors, je sors jamais de Joker quand on me pose des questions. J'aurais pu en sortir un, là. Encore une fois, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'écoute. Encore une fois, j'ai presque envie de dire, malheureusement, les avocats des partis de non-dress ont donné le sentiment de faire de la pseudo-médecine, ou de vouloir en faire, alors qu'ils sont avocats. C'est vrai que Maître Brusa a fait au fond ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire du droit, rien que du droit. Donc il a vraiment tout replacé sur le plan du droit. Donc j'étais sereine. C'est vrai que le soir même, j'ai appris que le sénateur Alain Houpert avait été quand même Durement sanctionné. Très durement sanctionné, puisqu'il a pris 3 fois 6 mois, ramené à 3 fois 3 mois, donc 9 mois. Petite différence entre nous, en effet, j'allais dire, dans mon activité privée au sens personnel, j'avais en effet une activité de psychiatre, coordonnateur auprès de résidents polyhandicapés dans une association. J'y consacrais 3 heures par semaine, activité quasiment bénévole. Je pense que... ce qui ne justifie pas la sanction. Je ne suis pas en train de dire qu'il méritait sa sanction, pas du tout. Mais c'est vrai que c'était peut-être plus facile, au moment où il est passé devant la chambre disciplinaire, d'être entraîné ou positionné en tant que médecin radiologue, parce qu'il avait une activité, somme toute, assez conséquente, encore de médecin et de sénateur. Tandis que pour moi, ils avaient beau essayer de m'entraîner sur le terrain médical, c'était pas possible, parce que j'ai été député pendant 5 ans, 24 heures sur 24 et 365 jours de l'année, quoi. Donc c'était vraiment assez différent. Si tu es condamné, par exemple, à une interdiction d'exercer, est-ce que ça change tes projets professionnels? Aujourd'hui, les projets, parce que Martine est une icône, une espèce de Jeanne d'Arc de la résistance. C'est quoi aujourd'hui ta vie de post-député? C'est quoi tes ambitions, tes projets? En effet, actuellement, je fais partie des professionnels qui, ayant fait le libre choix de ne pas accepter cette injection Covid-19, donc je fais partie de tous ces soignants qui n'ont pas le droit d'exercer actuellement, puisque la loi du 5 août 2021, il faut le rappeler, et j'insiste, parce que dans la tête des citoyens qui ne sont pas forcément aguerris à cette question, ils ont l'impression que depuis fin juillet, on n'a plus de passe, on est libre de tout, et il n'y a plus cette loi du 5 août en vigueur. Si, elle est toujours en vigueur. Donc les soignants, les pompiers, les gendarmes, les administratifs de ces différentes structures qui n'ont pas voulu être injectés n'ont pas le droit de travailler. Donc
le docteur Martine Venner, psychiatre, aujourd'hui, en France, je n'ai pas le droit d'exercer mon métier de psychiatre. Je ne suis plus députée, mes économies fondent comme neige au soleil, donc Mais tu en avais beaucoup. Ben non. Non, parce que ça aussi, mais c'était une discussion, petit clin d'œil de toutes les discussions que j'avais eues au moment de la crise, du mouvement des Gilets jaunes en 2018, puisque moi j'étais sur les ronds-points, j'étais à l'écoute des Gilets jaunes, et ils me disaient, non mais vous, madame la députée, de toute façon, vous gagnez beaucoup trop d'argent, voilà, vous êtes richissime. Et j'avais expliqué déjà que quand on remettait l'indemnité parlementaire au regard du nombre d'heures d'activité, au fond, c'était pas tant que ça. Et d'ailleurs, à un moment, je leur avais dit, mais qui veut venir prendre ma place? Et il n'y avait pas un seul doigt qui s'était levé. Alors je dis ça aussi parce que j'avais une vie avant d'être députée, et en tant que directeur de développement, notamment dans ma carrière juste avant de devenir député, directeur de développement France d'un petit groupe privé familial, pour autant, j'avais un salaire qui était très largement supérieur à mon indemnité parlementaire. Donc déjà là, j'avais, on va dire, senti un petit peu des choses à la baisse. Je suis quelqu'un je ne suis pas du tout matérialiste. Donc je m'adapte toujours à la situation. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, somme toute, j'ai été attaqué depuis 2020 sur plusieurs registres, et notamment là, c'est aussi un argument qui a été pointé par mon conseil, c'est qu'il y a eu, avec le collectif FECMED, 5 échanges de mémoire, donc avec des pièces supplémentaires qui n'étaient pas là, qui étaient inexistantes. Donc c'était juste une envie de faire durer les choses. 4 échanges de mémoire avec le Conseil national. Donc tout ça coûte, au fond, quand même beaucoup d'argent. C'est tout à fait normal, hein, un avocat, il doit être rémunéré pour son activité. Donc au fond, non, les économies, on n'a plus. Alors donc tu vas faire quoi de ta vie maintenant? Aujourd'hui, je suis en pleine réflexion. J'ai commencé un livre, donc j'espère être très active là, dans les prochains temps dans l'écriture. Bon, j'avais encore, puisque je m'étais relancée aux législatives en juin, donc il y a eu l'été où il y a eu pas mal de choses encore à consolider. Je suis toujours et encore, et avec beaucoup de fierté, présidente du parti Ensemble pour les libertés que j'ai créé. Donc là aussi, ça demande quand même aussi du temps, mais il n'y a pas de rémunération, hein. Bien sûr, un président de parti fait ça tout à fait bénévolement. Donc aujourd'hui, je me pose des questions de peut-être une reconversion, je ne sais pas. Boulangère? Pourquoi pas? Bouchère? Après soyons très clairs, quand un député de la nation n'est pas réélu, alors moi qui suis en plus très âgée, j'ai plus que 55 ans, donc on a le droit, on va dire, à être aidé financièrement pendant, me concernant, ça peut aller, je crois, il faut la vérifier, mais il me semble, de ne pas dire bêtise, je crois que ça peut aller jusqu'à 3 ans. Si on ne trouve pas de travail pour se reconvertir, en effet, il y a une aide financière de la Caisse des dépôts pour les ex-députés non réélus. Donc aujourd'hui, j'en bénéficie. Voilà. C'est une aide financière de combien? Alors, c'est une aide financière, grosso modo, qui est équivalent. Alors, la mode actuellement, c'est de compter en SMIC, puisqu'on a entendu qu'une assistante maternelle pouvait toucher jusqu'à 4 SMIC. C'est ce qu'un ministre a osé dire il y a quelques jours dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est largement inférieur à ça. Voilà, je pourrais dire que c'est l'équivalent de 2 SMIC et demi. Voilà, on compte comme ça maintenant, donc c'est l'équivalent de 2 SMIC et demi. Voilà. Mais à vie ou ah non, c'est limité dans le temps. C'est limité dans le temps. Et alors, pour ceux qui me connaissent bien, je suis pas du tout du style à ne pas travailler, voilà. Et puis, la psychiatrie me manque. Mes patients, alors moi j'ai jamais eu de cabinet médical, mais je bossais à l'hôpital. Après voilà, j'ai quand même eu une activité professionnelle, quelles que soient mes fonctions, même quand j'étais directrice médicale au SAMU social de Paris.
je continuais à faire de la psychiatrie de rue parce que j'animais une équipe médicale, il n'y avait pas de psychiatre. Donc, de temps en temps, je faisais des maraudes avec les équipes et j'allais voir des patients des personnes qui étaient en grande souffrance psychique à la rue, à Paris. Donc, je n'ai jamais arrêté. Il y en a un paquet. Et il y en a beaucoup parce que 100% des personnes à la rue sont en souffrance psychique. Alors, c'est pas si c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf, mais on ne peut pas être une semaine dormir dans des conditions extrêmement difficile et la vie à la rue est d'une grande violence, encore plus quand on est une femme, et il y a beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y a environ 20% de femmes à la rue, donc oui, il y a une très très grande souffrance. 20% des personnes à la rue sont des femmes. Oui, 20%, là on parle des personnes en situation sans domicile, 20% de ces personnes sans domicile sont des femmes. Quand j'avais commencé, il y avait un taux qui était largement inférieur, mais là, le nombre de femmes augmente. Donc en fait, même quand j'ai eu des postes que je vais qualifier de plus administratifs, j'ai toujours fait des gardes de psychiatrie, j'ai toujours gardé, parce que je suis devenue médecin par vocation. C'est d'ailleurs une réflexion que j'ai faite en prenant la parole à Nancy après, puisqu'il y avait eu énormément de mobilisation, de soutien, et ça m'a fait chaud au cœur, parce qu'il y avait plus de 300 personnes qui étaient devant les locaux de la chambre disciplinaire, et quand j'ai pris la parole, j'ai dit au fond, peut-être que les médecins qui se sont levés en disant « mais attention, on nous interdit de travailler, on nous interdit de prescrire certaines molécules, on nous donne des ordres en disant voilà, il n'y a que le vaccin, etc. » Peut-être qu'au fond, ceux qui se sont levés, ceux qui ont résisté, c'est peut-être ceux-là qui ont une vraie vocation, qui ont cette médecine dans les tripes. Et quand on a dit son serment d'Hippocrate et quand on a toujours accompagné ses patients avec bienveillance, on ne peut pas accepter que brutalement leur mise en danger et que les patients soient éloignés du soin. Parce qu'au fond, c'est ça qui s'est passé. Et même en dehors du Covid, les hypertendus, ils n'avaient pas de prise de tension régulière. Les diabétiques, ils ont été complètement déséquilibrés. Les cancers, les débuts de tumeurs, etc., moi, mes confrères me disent, mais on n'a jamais vu ça. Ce qu'on a vu arriver 1 an plus tard, c'est des choses qui étaient dans les livres de médecine. Parce que des tumeurs évoluaient, etc., parce que pas prise en soin dès le départ. Donc ça, quand on a cette vocation médicale, on ne peut pas admettre que quelqu'un de l'administration, que ce soit aux fonctionnaires du ministère public de la santé, etc., donne des ordres. Quand on est médecin, le médecin, en accord avec son patient, qui normalement doit donner son consentement éclairé pour tout ce que le médecin lui fait, ce lien-là, il est fort, on ne peut pas le rompre. Et les médecins qui ont accepté tout ce qui a été avancé comme stratégie de soins du gouvernement, en fait, quand on étudie tout ça, on voit très bien qu'on n'était pas dans le soin, mais plutôt dans le maltraité, donc dans la maltraitance. Moi, je m'interroge sur tous ces praticiens qui sont en permanence dans le stress, qui commencent à 7h le matin, qui finissent à 21h, 22h le soir, qui n'ont pas le temps eux-mêmes d'aller chercher la bonne information, d'aller chercher dans les revues médicales sérieuses, et qui se laissent alimenter que par les mails de l'agence régionale de santé, qui arrivent, c'est une pluie de mails sur les ordinateurs des médecins, et par l'industrie pharmaceutique. Donc s'ils mettent ça de côté, ils auraient peut-être pu voir clair. Mais réellement, on manque de médecins partout, donc ils sont tellement sous pression qu'ils n'ont pas pu. Donc ça, j'essaye toujours de... Ils sont aliénés. Oui, j'essaye toujours de trouver... Je te coupe parce qu'après tu vas me faire le coup, j'ai pas le temps. Moi, j'ai une question importante que je veux te poser. Oui, Eric. Parce que tout le monde te connaît maintenant. Comment tu as fait un jour pour tomber dans la Macronie? Explique-nous, c'est un mystère. Non, j'étais justement dans une phase professionnelle où je n'étais plus du tout en phase avec cette société dans laquelle je travaillais.
Donc je me questionnais, est-ce que j'allais retourner à l'hôpital? Est-ce que enfin j'allais ouvrir mon cabinet de psychiatre, etc. Et mon chemin a croisé, quasiment par hasard, le chemin d'une dame qui est devenue ma directrice de campagne en 2017, qui est devenue mon pilier d'équipe parlementaire pendant 3 ans, de 2017 à fin 2019. Ce petit bout de femme, parce que c'est un petit bout de femme, elle avait fait le lancement d'En Marche à Strasbourg le 1er avril 2016. Donc elle était persuadée que Macron était vraiment l'homme providentiel avant d'être l'homme présidentiel. Et en plus, elle était de son métier préventeur en risques psychosociaux en entreprise. Donc on avait beaucoup de choses à se dire de l'évolution justement des entreprises, du harcèlement professionnel, d'une forme de maltraitance aussi. Donc on a beaucoup discuté de cela. Et en fait, un jour, elle me dit, mais envoyez votre CV à la commission d'investiture, vous avez le profil de ce que En Marche recherche. Et là, je pense qu'elle s'est trompée. Mais alors, comment ça s'est passé après ton adoption, ton adoubement par la Macronie? Mais ça s'est fait, mais à une vitesse complètement folle. Donc, tu as rencontré j'ai rencontré personne. Delevoye j'ai rencontré personne. J'ai eu un coup de fil. J'envoie mon CV. La semaine suivante, j'ai un coup de fil. Jean-Paul Delevoye, en effet, qui me dit ah voilà, pour votre circonscription, on a eu plein de CV. Mais j'ai besoin de vous parler parce que c'est votre profil qui nous intéresse le plus. Pourquoi c'était ton profil? Très bonne question. Parce que là, franchement, ils se sont trompés. Parce que, alors, ce qui les intéressait, c'était en effet le fait que j'avais fait de la santé publique, le fait que j'étais médecin, le fait que j'avais travaillé dans le privé à but lucratif avec des fonds de pension, le fait que j'avais fait du social, du médico-social, de l'associatif. En fait, j'avais un profil extrêmement transversal. Et ils se sont peut-être dit qu'un psychiatre, c'était vraiment facile à mater, à diriger. C'est une supputation ou tu as des éléments tangibles dans la discussion qui te permettent de... Dans la discussion que j'ai eue, en tout cas avec Jean-Paul Delevoye, il a été très clair en disant, mais de tous les... En fait, ils avaient eu énormément de CV d'élus locaux, des maires de ce territoire-là, ou d'anciens de l'UDI, d'anciens qui avaient fait de la politique. Et comme, il faut être clair, Macron voulait qu'il y ait beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale. Donc déjà, c'était un bon point. Je dis toujours avec beaucoup d'humour, je suis une vraie femme. Donc, je cochais la case. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Je cochais la bonne case. Et en plus, vraiment, la caricature de la société civile. Parce qu'on entendait ça, cette petite musique. Les nouveaux députés venant de la société civile. Bon, il se trouve qu'ils se sont quand même sacrément cassés les dents. Parce qu'ils n'avaient pas vu, en effet, que j'avais tenu tête déjà à un grand groupe privé. Bon, dans ma vie, j'avais déjà été licenciée pour faute, mais j'avais gagné en appel. Donc voilà, je lâche rien. Hein. Et ils n'avaient pas remarqué qu'en effet, j'avais quand même une forte personnalité. Enfin, ils s'en sont aperçus quand même assez vite en réunion politique, en réunion de groupe politique à l'Assemblée. Parce que régulièrement, comme on me disait, arrête de la ramener. Régulièrement, je leur faisais comprendre que leur raisonnement n'était pas bon, que quand on reprenait le programme de 2017, moi j'ai adoré défendre ce qui était écrit dans le petit fascicule qui faisait 15 pages. Donc tu étais d'accord avec le programme de Macron à ce moment-là? Le programme 2017 de Macron, il est magnifique. Il est magnifique. Sur le papier glacé, hein, il est magnifique. On va avoir une économie forte, on va faire revenir les industries, on va diminuer l'impôt sur les sociétés pour que les industries reviennent s'implanter en France, et on va faire du social. Et alors moi, c'est mon credo, c'est mes gènes. Tu as mis combien de temps à comprendre qu'il s'était trompé en te choisissant? On va le dire comme ça. Alors, j'ai peut-être pas compris de cette façon-là, c'est-à-dire que dès 2018... j'ai compris que moi, je m'étais trompée. Complètement. Parce que il y a eu l'affaire du glyphosate, où on s'était écrit noir sur blanc qu'on allait arrêter l'utilisation du glyphosate.
Et là, on nous demandait d'aller voter tous ensemble dans l'hémicycle. On accepte de prolonger le glyphosate au moins pendant 5 ans. Il y a eu la question de l'aide médicale d'État, qui est une goutte d'eau dans le financement de l'assurance maladie. Et l'aide médicale d'État, quand on permet aux personnes en situation irrégulière, donc là, à ce moment-là, je sais que tout le monde me dit, mais non, ils ne méritent pas d'être soignés. Si, parce que s'ils ne sont pas soignés dès le début, ils vont aller à l'hôpital et ça va coûter 10 fois plus cher. Donc, les 15 millions de... on va se retrouver avec une épidémie de tuberculose. Exactement, exactement. Tuberculose qui était devenue multirésistante à Paris, parce que moi je l'ai vue en tant que directrice du SAMU social de Paris. Donc, voilà, j'ai défendu des choses comme ça. Rien que le tout début, quand on a voté cette fameuse loi de transparence de la vie publique, voilà, moi j'ai applaudi des deux mains. On rappelle, c'est l'été 2017. L'été 2017, on est arrivé à François Bayrou, ministre de la Justice. Voilà, et là on nous dit, mes chers amis parlementaires, vous êtes des nouveaux parlementaires, vous allez être tous transparents. Et alors moi j'applaudis des deux mains, bien sûr. Il faut être transparent, il faut faire la politique autrement. Mais là-dedans, il y a tout de suite eu des choses qui clochaient. On nous a fait supprimer la réserve parlementaire. Je rappelle qu'avant ce mandat, 2017, les parlementaires avaient une enveloppe grosso modo de 130 000 euros par an pour pouvoir faire des projets sur leur territoire. Bien sûr, peut-être que certains, les 130 000, ils les mettaient dans la poche, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais moi, quand j'avais fait campagne pour Macron, j'avais un raisonnement business plan. J'avais dit aux gens, c'est génial, on va avoir 5 fois 130 000, je vais faire un comité citoyen, et avec ce business plan, grosso modo 600 000 euros en 5 ans, c'est les citoyens qui vont décider de quel projet ils veulent mettre en place dans la circonscription. Et pas du saupoudrage, ah bah tiens, t'as besoin de 1000 euros pour une association, attends, non, c'était pas cohérent. Enfin bon, moi j'avais cette logique que j'avais déjà mise en œuvre précédemment dans d'autres moments de vie professionnelle. Et on nous a dit, non, les députés, on vous supprime ça, mais alors nous, les ministres, on garde notre enveloppe ministérielle. Ah bon, mais c'est quoi ce truc? Si tout le monde est transparent, tout le monde est transparent. Donc pourquoi les ministres garderaient l'enveloppe ministérielle? C'est ça qui s'est joué. Donc là, sur cette partie réserve parlementaire, la suppression, j'ai déjà voté contre. Bon. Et là, je me suis dit, mais là, on m'a laissé faire, et on m'a laissé faire dans ce groupe politique pendant pas mal de temps, jusque en 2020 au fond, puisque je m'expliquais en groupe politique, alors moi je suis droite dans mes bottes, et puis je suis profondément honnête, donc je leur disais attention, 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 je vous préviens que cet après-midi, demain, la semaine prochaine, je ne pourrai pas voter ça. La loi anti-casseurs, parce que quand il y a eu les Gilets jaunes, on a voté une loi anti-casseurs. Mais moi, je leur ai dit, mais attendez, moi, les gilets jaunes que j'ai rencontrés, c'est pas des casseurs. Les gilets jaunes que je rencontre, ce sont des personnes âgées qui n'ont pas eu de revalorisation de la retraite, ce sont des gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller bosser, ça leur coûte beaucoup trop cher, ce sont des personnes en situation de handicap qui l'allocation adulte handicapé, c'est pas suffisamment élevé, ils peuvent pas vivre avec ça. Et je me souviens avoir eu ce dialogue, tenter d'avoir eu ce dialogue, même avec le président, en disant attention, monsieur le président, vous vous trompez. Et il répondait quoi? Cette fois-là, j'avais été vraiment, c'était la douche froide. Quand nous avons entendu, non, mais attendez, les parlementaires, ça suffit, les gilets jaunes, de toute façon, c'est l'hiver, il va faire froid, ils vont rentrer chez eux. Ça, c'était au début des gilets jaunes. C'était novembre 2018, c'était le début des gilets jaunes. Donc, la loi anti-casseurs, donc là on est au premier trimestre 2019, l'autorisation d'utiliser les LBD 40. Moi j'ai vu l'autre face en tant que parlementaire au Conseil de l'Europe, où il y a quand même Mila, alors je n'arrive jamais à dire son nom, Michtovic, un truc comme ça, qui était la présidente de la Commission des droits. On a quand même, nous les Français, on a failli être mis sous monitoring du Conseil de l'Europe, parce qu'il y a eu cette alerte sur la répression vis-à-vis des mouvements des Gilets jaunes, vis-à-vis des manifestations, vis-à-vis de tous ces blessés,
parce qu'il y a eu quand même énormément de personnes qui ont été blessées physiquement, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, etc. Parce que l'utilisation de ces engins, quasiment engins de guerre, était complètement déconnectée d'une réalité. Bien sûr, il y a eu ces mouvements aux Champs-Élysées, il y a eu l'Arc de Triomphe très symbolique, etc. Mais au fond, est-ce que c'était les mêmes gilets jaunes que moi je voyais sur les territoires? Non, et je pense que réellement, plutôt que de faire et de voter en catastrophe les mesures d'urgence sociale qui ont été injectées à ce moment-là dans le projet de loi de finances, il aurait fallu faire le grand débat, non pas après avoir maîtrisé le mouvement, mais dès le début du mouvement, Mais il pour n'aurait pas eu. Alors, écouter les Français. Tu vas devoir partir parce que je sais que tu as un timing serré. Ce que j'adorerais, Martine, c'est qu'en fait on reprenne le temps d'une interview Avec plaisir. historique où tu nous raconteras tes 5 ans Oui, parce de l'intérieur. Voilà, il y a des petits moments croustillants, vraiment de bras de fer, notamment avec le Premier ministre, Édouard Philippe, qui avait quand même quasiment 3 têtes de plus que moi, mais c'était... Oui, avec plaisir. Bon, eh bien écoute, merci Martine, et à très bientôt, et puis bonne chance pour ta procédure en cours. Merci Eric, au revoir, à bientôt.